on voit apparaître de nouveaux objets dans le domaine monétaire, notamment le Bitcoin. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez ce qu'est le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, bon, alors ça peut très vite virer à la discussion d'initiés, mais Non, grâce à vous, ça va être clair. on peut prendre une métaphore. Si on imagine que les systèmes de paiement sont des réseaux routiers qui sont entretenus par les États et les banques centrales, qui entretiennent à la fois les voies de circulation, qui fixent les codes du code de la route, etc., etc. Bon, on a ça. Puis de l'autre côté, on a des constructeurs automobiles qui sont en fait les banques, qui nous proposent des véhicules qui permettent d'aller sur ces routes et sur ces autoroutes. Bon, on avait un paysage assez stabilisé, et puis tout d'un coup, on a en 2008-2009 un individu qui s'appelle Nakamoto, qui est toujours inconnu aujourd'hui, qui propose lui un système alternatif. En gros, il propose un petit circuit d'auto-tamponneuse qui permettrait de rester entre nous, de s'amuser un petit peu, et puis en se passant des constructeurs historiques. Bon, il se trouve qu'au début, c'est regardé avec un intérêt poli par les constructeurs historiques et par les banques centrales. Bon, ça c'est 2008-2009. Il y a un gros scandale, le scandale des subprimes. En gros, les constructeurs ont truqué un peu les taux de pollution de leur pot d'échappement, ils ont revendu des vieilles guimbardes repeintes, etc. Et, à la surprise de tout le monde, les États les viennent à leur rescousse, etc. Et du coup, le circuit de Monsieur Nakamoto, qui est lancé en plein dans ce moment-là, le circuit d'auto-tamponneuse commence à attirer beaucoup de gens, et aujourd'hui c'est l'équivalent de 70 milliards de dollars. Et puis les autotamponneuses non seulement sont sorties de leur circuit d'origine, sont rentrées sur les autoroutes et roulent plus vite que les Porsche et les BMW. Vous êtes en train de nous expliquer, Ludovic Desmet, que un monsieur qui avait confectionné en quelque sorte dans sa cuisine sa monnaie à lui, ce qui généralement n'a pas vocation à s'universaliser, devient aujourd'hui une monnaie importante, et je crois même une monnaie auquel les banques s'intéressent. Voilà, alors il y a un phénomène intéressant. Alors en même temps, il y a les régulateurs qui disent aux utilisateurs de Bitcoin, attention, c'est une auto-tamponneuse, c'est pas une Porsche. Vous allez à 150 avec, mais les pneus sont lisses, il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a pas d'airbag. Il y a ça. Mais en même temps, le moteur de cet outil-là, le Bitcoin, intéresse les banques parce qu'il ne tombe jamais en panne. A priori, jusqu'à présent, il est auto-surveillé par un système de GPS qui s'appelle la blockchain et qui évite les pannes. Donc c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle qui est émise en l'absence de toute banque centrale. Il n'y a pas de pays qui a choisi le Bitcoin comme devise. Ça, c'est quand même quelque chose de complètement nouveau pour vous, historien, puisque moi, je pensais que le fait d'émettre de la monnaie était une disposition régalienne et qu'il fallait nécessairement un État. Voilà, on a vraiment un phénomène qui se revendique d'ailleurs comme tel. D'ailleurs, c'est né dans les réseaux crypto-anarchistes, etc., sur Internet. C'est qu'il se revendique étatique, anti-banque centrale et anti-système bancaire traditionnel. Alors on a connu ça quand même dans le passé. Moi je pense que ça ressemble un petit peu à les réseaux de lettres de change à la Renaissance, c'est-à-dire que les marchands avaient entre eux un système de paiement qui n'était pas un moyen officiel mais qui permettait d'accélérer un peu les transactions en se passant des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors aujourd'hui, ce réseau Bitcoin, il est non traçable. Vous disiez tout à l'heure, on est en train de faire disparaître les billets parce que les grosses coupures, qu'on appelle paraît-il des Ben Laden pour les 500 €, eh bien, ces grosses coupures, elles permettent différentes transactions qui ne sont pas toutes complètement orthodoxes. Le Bitcoin, lui, il est non traçable et il jouerait un rôle dans ce que l'on appelle le darknet, autrement dit le côté obscur d'Internet, par exemple pour acheter de la drogue, pour se livrer à différentes malversations, puisque la spécificité du Bitcoin, c'est qu'il est, comme vous l'avez dit, surveillé par un protocole informatique qui est à la fois partout et nulle part. Est-ce que finalement, le Bitcoin, c'est une monnaie pour les malfaiteurs, par exemple ? Alors bon, c'est un des aspects, effectivement, le côté non traçable par le réseau bancaire inspire et attire alors le Bitcoin a commencé à vraiment augmenter de cours lorsque, dans la crise européenne, la BCE a menacé de saisir les dépôts chypriotes. Et comme les mafias russes avaient pas mal de dépôts à Chypre, ils ont tout de suite transféré leurs dépôts en euros en Bitcoin. Donc ça a tout de suite monté. Mais à l'époque, on était à 100 ou 200 $. Aujourd'hui, cet été, on était à 4000 $. Ah oui, donc il y a eu une spéculation forte. Alors voilà, ça intéresse plein de gens. Ça intéresse, pour une petite partie, je pense, les réseaux mafieux et puis le darknet, comme vous dites, mais aussi des gens qui, tout bêtement, ont trouvé un moyen de faire de l'argent facilement, puisqu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont quasiment nuls. Vous imaginez le Bitcoin qui, en un an, passe de 1000 $ à 4000 $, ça intéresse tout un tas de spéculateurs. Une bulle ?
Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer, puisque bon, quand on passe de quelques centimes d'euros à 4000 $, on peut parler d'une progression importante. Est-ce qu'on peut parler d'un risque important aussi, Ludovic Desmet? Ah oui, c'est pour ça que les banques centrales passent leur temps à dire aux utilisateurs de Bitcoin, attention, ce n'est pas une monnaie légale, c'est en train de monter, mais ça peut très bien se dégonfler. Hein. Les bulles, leur vocation, c'est d'éclater. Ça vous rappelle quelque chose, vous qui êtes historien de la monnaie? Ça peut rappeler un peu le système de Law. Hein. Quand John Law, l'Écossais, est arrivé en France au début du XVIIIe siècle, a essayé de faire passer assez brutalement la société française d'une société qui payait avec des espèces à une société qui payait avec des billets. Les billets de Law se sont envolés et ont fini par éclater. Et oui, parce que je crois que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, Ludovic Desmet. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette monnaie dont on parle de plus en plus, le Bitcoin. Je rappelle que vous avez publié avec Jérôme Blanc Les pensées monétaires dans l'histoire aux éditions Classiques Garnier.